Il faut que les élèves s'exercent. On apprend des choses, on les fixe, on ne les développe que si on sait exercer soi-même. Et du coup, si par devoir, on entend le fait de travailler de façon autonome, oui, il faut des devoirs à la maison. C'est la façon dont cette chose-là est organisée, parce qu'une des manières dont on travaille dans l'école française, elle est un petit peu schizophrénique, si vous me passez l'expression, au sens où il y a des moments dans lesquels les élèves reçoivent la leçon de l'enseignant, et des moments dans lesquels, hors de la présence de l'enseignant en général, ils sont amenés à faire des exercices seuls. On pourrait imaginer que les deux aspects soient davantage connectés. Zéro devoir, ça serait possible si on était capable de tout faire en classe. Maintenant, je crois qu'il faut regarder aussi au niveau de la scolarité des élèves. Autant on peut imaginer qu'un élève de CP a peu de devoirs à faire ou très peu de devoirs à faire en dehors de l'école et en tout cas en dehors de la classe, autant on voit mal un élève de terminale qui n'aurait pas des exercices longs et assez nombreux à effectuer. Donc il ne peut pas y avoir de réponse catégorique à ça, il faut le graduer en fonction des niveaux de scolarisation des élèves. C'est une des questions difficiles. On voit que des enseignants qui essaient d'appliquer le décret de 1956 à l'école primaire qui interdit la pratique des devoirs écrits, très rapidement sont rappelés à l'ordre, soit par les enseignants de leur établissement, soit par les familles, et que souvent ils craquent. Et en général, les gens qui essaient de travailler autrement, ils parviennent parce qu'ils se sont organisés en collectif, qu'ils ont réfléchi à la question, et qu'au lieu de dire pas de devoirs, ils essaient de trouver d'autres modalités pour que les élèves s'exercent. Que les devoirs tels qu'ils sont faits dans la plupart des cas tirent sinon le niveau vers le bas, sinon vers l'horizontale, parce que le bienfait des devoirs est extrêmement sujet à caution, c'est très difficile à évaluer. On ne sait pas si les élèves font leurs devoirs parce que ce sont des bons élèves et que du coup ils font des bons devoirs, ou que c'est parce qu'ils font leurs devoirs qu'ils sont bons élèves, parce qu'en réalité, la question des devoirs ne peut pas être prise à part. C'est juste un élément du processus global d'apprentissage. Et je pense qu'on a tort de focaliser sur la question des devoirs. Il faut vraiment penser ça dans un continuum. Alors, je pense qu'à la fois ça les rassure parce qu'ils voient le travail qui se fait à l'école, mais en même temps ça les inquiète beaucoup, parce que dans de très nombreux cas, ils ne savent pas faire, ils ne sont pas compétents, et je rajouterai en plus que ça aggrave parfois la vie des familles avec des conflits de caractère un peu psychologique cette fois, qui, peut-on espérer, pourraient se régler d'autres manières et ailleurs. Voilà, je ne crois pas que, pour lire les choses de manière peut-être plus synthétique, les parents n'ont pas à faire le job des enseignants, ni celui de leurs enfants. Qu'ils soutiennent la scolarité est une chose, mais il y a peut-être d'autres manières que de les amener à dire comment on résout une équation du second degré. Regarder les apprentissages comme un processus complet, faire en sorte que les enseignants aient une vision sur l'ensemble de cette boucle, faire en sorte que les élèves, quand ils se posent des problèmes, quand ils font des erreurs, et on n'apprend que par les erreurs, et face à eux, des gens qui peuvent leur apporter des réponses, qu'elles soient d'ordre notionnel, je dirais, ou méthodologique.